bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus présents après le déjeuner. Donc c'est jamais une heure évidente pour une table ronde, mais on va essayer de vous maintenir éveillés. Je suis David Bougeot, je suis directeur adjoint de l'équipe Deep Tech de BPI France. Et aujourd'hui, on va parler de la valorisation des startups Deep Tech. Pourquoi évidemment ce sujet le plan Deep Tech est très ambitieux. Il vise à créer 500 startups qui portent des technologies de rupture qui sont issues des laboratoires de recherche chaque année, mais aussi de faire de ces startups les leaders économiques de demain. À ce titre, la valorisation des startups est quelque chose qui est très important. Faut que je me mette plus par là. Quelque chose de très important, à la fois à un niveau sociétal, puisque ça crée de l'attractivité, ça montre la solidité d'un écosystème, d'avoir des startups qui sont bien valorisées, mais aussi d'un point de vue de l'entrepreneur, pour pouvoir gérer ses levées de fonds, avoir une marge de négociation et garder aussi la main sur les développements de sa startup. Pourtant, pour les startups deep tech, c'est compliqué parfois d'évaluer ce qu'elles valent vraiment. Il y a de l'IP, de la propriété intellectuelle. C'est des cycles longs, elles mettent longtemps à gagner de l'argent. Et donc, c'est un défi pour les différents acteurs qui gravitent autour de ces startups et pour les entrepreneurs de pouvoir déterminer efficacement leur valeur. Et donc, c'est à cette question-là qu'on va répondre aujourd'hui avec des intervenants qui sont experts sur le sujet et que je laisserai se présenter tout à l'heure, évidemment. On va se demander comment on évalue une startup deep tech, comment on l'évalue différemment des startups deep tech classiques, qu'est-ce qui influe la valorisation. On va aussi évidemment poser des bases de la valorisation. On va se demander comment le contexte, le marché, la réglementation peut influer sur cette valeur. Et puis on va se demander comment un entrepreneur peut optimiser la valorisation de sa startup dans cet environnement qui est très complexe. Et puis la question de fond aussi, ce sera de se dire comment en France, on peut faire en sorte d'avoir des startups qui soient valorisées à leur juste valeur, pas forcément survalorisées, puisque ça peut être piégeux, mais qui seront au cœur du plan Deep Tech. Donc j'accueille nos intervenants que je vais inviter à venir sur scène. Donc Pascal Farrugia, qui est partenaire chez Avolta. On aura un petit tour de présentation. Sophia Mich, qui est fondatrice de Futur Positive Capital. Anne Osdois, qui est CEO de Moon Surgical et partenaire chez Sofinova, et Georges, moi je vais me mettre là. Et Georges-Olivier Raymond, qui est le CEO de Pascal. Pardon. Je dois avoir l'habitude. Ouais, mauvaise habitude, désolé. Bon, je vais peut-être commencer juste par un mini tour de table pour que vous me disiez en 30 secondes ce que vous faites, et comme ça mettra le contexte pour le public. Juste une question dans le public. Est-ce qu'il y a parmi vous des entrepreneurs ou des futurs entrepreneurs? Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok. Est-ce qu'il y a des investisseurs? Un peu moins. Donc voilà, on sait sous quel angle aborder le sujet. Il va falloir vulgariser. Donc, Georges, je te laisse commencer par te présenter en quelques secondes. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui. Donc moi, je m'appelle Georges. Je suis le cofondateur et le président d'une société qui s'appelle donc Pascal, et on fabrique des ordinateurs quantiques. Donc les ordinateurs quantiques répondent à deux besoins qui sont notamment poussés par l'intelligence artificielle. Le premier, c'est de la puissance de calcul, et le deuxième, c'est cette puissance de calcul, mais avec très peu d'énergie. Et voilà, ça c'est un ordinateur, hein, et on dit que c'est 1 million de fois plus puissant que l'ordinateur qu'a envoyé l'homme sur la Lune. Et pourtant, si on en met 1 million à fonctionner ensemble, il y a des cas d'usage aujourd'hui que vous serez incapable de traiter, parce que ça va prendre des milliards d'années. Et l'ordinateur quantique, il va vous faire ça en quelques jours. C'est la promesse, et on y travaille. Anne? Bonjour à tous, merci pour l'invitation également. Donc moi j'ai une double casquette. Je suis partenaire chez Sofinova Partners, qui est un fonds d'investissement dans le domaine des sciences de la vie, établi depuis longtemps ici à Paris. Je gère au sein de ce fonds spécifiquement un fonds qui s'appelle MD Start, qui est un fonds de company building
spécialisée dans les technologies de santé, donc la MedTech, qui a un modèle un peu particulier puisque nous investissons dans des sociétés à leur création et nous en prenons la direction opérationnelle. Et c'est donc à ce titre que j'ai une double casquette, puisque je suis actuellement CEO d'une société qui s'appelle Moon Surgical, qui est une société dans le domaine de la robotique chirurgicale, qui est une société très ambitieuse, qui a pour ambition vraiment de transformer en profondeur le marché de la chirurgie minimalement invasive, la chirurgie laparoscopique, avec un plan industriel qui est une part centrale du développement de cette société. Donc voilà. Contente de parler des deux côtés. Ok. Je laisse passer le micro à Sophia. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Alors, moi, j'ai monté un fonds qui s'appelle Futur Positive Capital, qui est un fonds de capital. On fait du seed et du A, donc les sociétés ont entre 0 et 5 ans à peu près. Et on vise des sociétés qui développent des technologies avancées et qui s'attaquent à des problématiques comme le changement climatique ou la santé. Donc on est sur les grands enjeux d'humanité et de climat. Et donc c'est un fonds pan-européen, on est basé à Paris et on a jusqu'à présent investi dans une petite vingtaine de sociétés. Pascal. Merci. Pascal, ça va être dur là. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation, David et l'équipe de BPI. Alors, pour ma part, moi, je suis partenaire associé dans la banque d'affaires Avolta. En 2 mots, Avolta, c'est une banque d'affaires spécialisée dans la tech et on accompagne les entrepreneurs dans toutes leurs opérations de capital, soit les levées de fonds, les sessions stratégiques ou encore les LBO. On a fait 140 deals en 10 ans. C'est bien accéléré là depuis les 3-4 dernières années. Hein. Le marché a aussi bien grandi et nous a porté. Et moi, je suis particulièrement en charge des sujets deep tech et intelligence artificielle. Alors, j'ai un petit passé d'ingénieur en machine learning, donc voilà, j'ai découvert l'IA il y a maintenant quelques années, une quinzaine d'années. Et je suis ravi de participer à cette table ronde et vous donner aussi un éclairage sur les valos, en tout cas très humblement, peut-être les valos et quelques clés de lecture pour appréhender tout ça. Parfait, Pascal, je vais te laisser le micro parce qu'il y en a une première question qu'on se pose tous. Qu'est-ce qu'on entend par valeur réelle d'une start-up? Comment on s'y prend pour la déterminer? Ouais, c'est une grosse question pour démarrer. Alors, c'est vrai que c'est une question qu'on se pose. Moi, ça fait 10 ans que je suis dans l'écosystème et en tant que banquier d'affaires, mais même en tant qu'entrepreneur, en tant qu'investisseur dans un fonds, en tant qu'industriel, c'est une question que tout le monde se pose. Comment déterminer la valeur? Alors, valeur réelle, en tout cas, déterminer la valeur d'une start-up. Et tout le monde se la pose parce que d'une part, il n'y a pas vraiment de formule magique. Et surtout, il y a une illisibilité sur le marché par rapport à cette question. Une illisibilité qui est due notamment à l'asymétrie d'informations qu'on peut avoir autour de cette question. On explique, quand vous lisez par exemple la presse et que vous voyez une levée de fonds, un tel a levé 10-15 millions d'euros, vous n'aurez jamais la valorisation. Donc en fait, on ne sait pas intuitivement, ou en tout cas, ce n'est pas une donnée qu'on a et qui est publique. Et pareil sur les pratiques de marché, il y a des investisseurs qui créent des packs d'associés, qui encadrent la valorisation avec un certain nombre de règles. Et pareil, sur les pratiques de marché, on a une illisibilité aussi du marché. En tout cas, on a une forte asymétrie d'information. Alors, une fois que j'ai dit tout ça, la valorisation d'une start-up, elle est pas irrationnelle, même si il y a beaucoup d'entrepreneurs dans la salle, même si quand vous êtes dans un roadshow, et je vous le souhaite, vous allez rencontrer une 50aine d'investisseurs pour investir chez vous. Vous aurez quelques LOI et probablement que dans les lettres d'intention que vous allez recevoir pour investir, vous aurez des valorisations qui seront parfois complètement différentes. C'est juste simplement que la valorisation, elle est liée à des critères qui sont parfois très objectifs. On parle souvent, alors pour des boîtes qui font du chiffre d'affaires, on a la croissance, on a la marge brute, on a des critères parfois très objectifs, mais on a aussi des critères parfois qui sont très subjectifs et qui sont liés en fait à l'appréciation du marché à un moment donné de la valorisation de votre boîte, notamment quand vous êtes dans un process de levée de fonds ou d'un process de cession. Voilà, alors il y a quand même des méthodes pour valoriser les startups. Alors je l'ai dit, nous on fait des études, je ne vais pas faire de la pub pour Avolta, mais on fait des études sur la valorisation des startups par rapport aux multiples de chiffre d'affaires. Donc ça commence en fait à arriver, et même pour les boîtes deep tech, hein, il y a des entreprises
dans l'IA ou autres, qui font dans le domaine du software, qui font du chiffre d'affaires. Et on a vu qu'il y avait une corrélation forte entre business model, l'industrie, donc typiquement une entreprise qui a un business model de marketplace ou de e-commerce ou de software aura en fait un référentiel plutôt normé de multiples de son chiffre d'affaires. Et il y a d'autres méthodes qui existent aussi, et je vais laisser après la parole à mes collègues, mais il y a d'autres méthodes aussi qui existent, qui sont notamment liées à des considérations qui sont, par exemple, la table de capitalisation. Vous entendez souvent quelle est la dilution acceptable pour des fondateurs, quelle est la détention acceptable pour des fonds. Il y a aussi des considérations, alors on appelle ça la VC méthode, mais des considérations aussi de TRI. Vous avez un fonds, quel est le rendement potentiel lié à cette opportunité d'investissement, etc. Donc il y a tout un tas de méthodes pour valoriser. Encore une fois, ce n'est pas irrationnel. C'est un sujet qui est assez complexe et qui n'est pas très lisible sur le marché. Je vais enchaîner avec une question à Sophia. Finalement, alors, on parle de la valorisation des startups. Pour les startups deep tech, quand on cherche à comprendre ou à valoriser cette startup, qu'est-ce qui est spécifique aux startups deep tech? Est-ce qu'il y a du rationnel? Est-ce qu'il y a de l'irrationnel? Je pense effectivement qu'il y a une différence quand même entre les boîtes tech. On parle de digital, en général, quand on parle de tech, c'est une vulgarisation du terme, et de deep tech quand il y a une composante très avancée. Et ça va du life science au quantum, à des choses plus simples comme du hardware. Donc, et effectivement, en deep tech, je pense que ça dépend aussi de l'âge de la société. Donc, plus c'est jeune, plus c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on commence à peine, tout est spéculatif par définition. Donc, le business model, le produit, on est sur du prospectif, sur du spéculatif. Donc, c'est plus dur là. Mais effectivement, du coup, on retombe sur ce que disait Pascal, des comparables. Et donc là, on va prendre soit la médiane, soit la moyenne, et en fonction du secteur, de l'industrie, de la techno, parce qu'on parle de deep tech, mais il y a plein de deep tech différents, donc bien évidemment, c'est du business model. On va aller spécifier, entre guillemets, ce comparable, et on va appliquer soit un premium, soit un discount, en fonction, pour le coup, de critères qui sont vraiment spécifiques à la boîte. Donc, je pense à Pascal, en fonction du calibre de l'équipe, du timing du marché. Si vous êtes vraiment au bon moment, du coup, il y a déjà une sorte de traction. On va aller justement personnaliser cette valorisation. Mais c'est vrai qu'en early stage, Pascal l'a très bien dit, souvent, on va tomber sur ce comparable ou sur des standards on se dilue entre 15% et 30%. Donc, si c'est une équipe qui est très expérimentée et qui a beaucoup de demandes, on peut aller jusqu'à que 15% de dilution. Si on est sur un sujet plus compliqué, où les gens sont moins à l'aise, où il y a moins de capital disponible sur le marché, ça peut aller jusqu'à 30%. Je pense à l'industrie, on va aller parfois même à 40%. Donc, et plus on va aller, plus la société va mûrir, plus on va aller sur des méthodes qui sont plus financières. Parce que du coup, on va avoir des chiffres. Donc, et donc là, on va commencer à apprécier ça, à valoriser ça. Et là, ça va jusqu'à en banque. On peut aller même jusqu'à une méthode qui s'appelle le discounted cash flow. On peut prédire les futurs revenus. Mais là, c'est vraiment quand le business est vraiment... Donc en fait, en fonction, ça va différencier. Et après, il y a aussi une autre façon de faire qui est très pragmatique, mais qui, pour les investisseurs, c'est de dire, bon, à la fin, je pense que je vais sortir cette société à combien? Et en fait, ensuite, on raisonne un peu par l'inverse, en se disant, voilà, je pense que cette société va lever 200 millions avant une sortie. Moi, je veux faire un retour de X. Alors, il y a des fonds qui veulent 2, il y a des fonds qui veulent 10. Et en fait, on va commencer à faire une cap table comme ça. Donc ça, c'est à peu près, si vous voulez, les méthodes qu'on voit sur le marché. Ok, super. Une question pour Anne, et aussi pour Georges. Vous êtes aussi entrepreneurs, tous les deux, dans des secteurs qui sont à forte intensité de recherche, le quantique et la médecine, avec des perspectives de revenus qui sont assez lointaines. Alors vous, dans votre cas, comment, dans vos secteurs, sur quoi repose cette valorisation, justement, ce petit sujet un peu complexe à appréhender dont parlait Sophia?
Alors, effectivement, c'est un exercice de valorisation qui est, on va dire, multiparamétrique ou multiméthode, avec tout ce qui vient d'être cité. Et puis, on essaie de faire une cote mal taillée. Et globalement, cette cote mal taillée nous permet de poser les bases de la négociation. Hein, parce qu'après, c'est aussi ça, ça dépend de l'offre et de la demande, et puis de la négociation qu'on peut faire autour de ça. Cela étant dit, spécifiquement dans le médical, c'est vrai qu'en tout cas, on est non seulement sur des horizons de temps qui sont lointains. Nous, on est très très rarement en train d'investir ou de diriger des sociétés commerciales. Hein. Le chiffre d'affaires, c'est un gros mot. Non, je rigole, mais en tout cas, c'est assez loin. Et l'autre paramètre, c'est que quand on fait l'exercice de faire un business plan, parce qu'on le fait, on fait des modèles commerciaux, etc., on se focalise quand même très souvent sur une géographie. Très souvent, c'est les US parce que système réglementaire unique et gros marché. Donc, on fait quand même vraiment dans le très, très grossier. Et puis après, à partir de là, on fait des extrapolations sur les autres marchés qui ont eux-mêmes d'autres processus réglementaires. Donc, c'est assez imparfait comme exercice. Et les horizons de temps font qu'on va appliquer des niveaux de décote très importantes sur tous ces revenus, parce que de toute façon, on ne sait pas à quel moment on sera sur le marché. Donc effectivement, ça fait partie des choses qu'on utilise, mais voilà, la monétisation future, c'est clairement pas le plus gros driver de l'exercice de valorisation. Les comparables, surtout en fonction du stade de développement et du secteur très spécifique, du sous-secteur dans lequel on se situe, sont très utilisés, avec quelques écueils, parce que en fait, les comparables ne sont valables que s'ils sont relativement rapprochés dans le temps. Qu'il y a quand même des tendances, voilà, entre aujourd'hui et il y a 5 ans, les niveaux de valorisation sont pas du tout les mêmes. Donc on fait au mieux. Et puis après, on discute. Ok. Alors, de mon expérience, et dans le quantique, c'est effectivement très délicat de mettre une valorisation. La première, c'est parce que les revenus sont long terme, donc on ne va pas pouvoir plaquer des méthodes de revenus, de rentabilité pour calculer un prix de la société. On en est au stade où le business model n'est pas encore établi et validé, et même la techno. Donc, c'est long terme. Et alors, il y a d'autres secteurs de deep tech qui sont dans ce genre-là. Enfin, je pense notamment à tout ce qui est au pharma ou aux médicaments. J'allais dire les drogues, c'est les médicaments. Mais la différence, c'est qu'il y a des comparables. Il y a déjà des sociétés qui sont passées à travers. Donc, les gens savent et ils peuvent mettre une valeur. En quantique, non. Ça, c'est pas encore arrivé. Et des comparables, il n'y en a pas tant que ça. Des sociétés qui font du hardware quantique, je pense que dans le monde, il y en a aujourd'hui une dizaine. Toujours est-il qu'il y a quand même quelques comparables, parce que alors même si on ne connaît jamais la valorisation d'une société quand il y a une levée de fonds qui est annoncée, il y a quand même des ratios plus ou moins standards du marché et on connaît les taux de dilution. Donc ça donne une idée. Et dans le quantique aussi, on commence à voir des sociétés qui deviennent publiques. Donc là, pour le coup, la valorisation est assez lisible. Alors, ceci étant dit, ce n'est pas facile de chiffrer aujourd'hui, mais il y a une promesse au bout qui est énorme. C'est ça qu'il faut voir. Pascal ou ses concurrents, c'est les Microsoft, les Amazon, les Microsoft de demain. Si on prend l'exemple de Nvidia, qui fabrique aussi des processeurs d'un autre genre, qui aujourd'hui sont clés pour l'intelligence artificielle, une société qui, en une trentaine d'années, aujourd'hui, c'est une des plus grosses valorisations en bourse au monde, enfin 1000 milliards récemment. Donc ça donne le endpoint, en fait. C'est là où on va aller. Donc, moi, je n'ai pas à convaincre de l'intérêt d'investir, les gens le savent. Après, ça va être une aversion plus ou moins prononcée au risque qui va un petit peu décider. Et alors, Georges, une question. Alors vous avez un prix Nobel parmi les fondateurs de l'équipe. Est-ce que c'est quelque chose qui se valorise? Justement, là, c'est... C'est bon. Oui, alors j'ai vu des decks de mes concurrents où ils anticipaient leur propre prix Nobel avec une valorisation associée. Bon, je trouve ça assez culotté personnellement. C'est dur à chiffrer, mais je peux raconter un peu cette histoire personnelle. C'est qu'il y a un an, quand le prix Nobel d'Alain a été annoncé, j'étais justement en train de faire mon roadshow pour notre série B, quand on a levé 100 millions là, en début d'année.
Bon, il y a eu un avant et un après. Hein. Ouais. Voilà, les gens vous posent plus de questions sur la tech. Mmh. Donc ils testent autre chose. Je ne sais pas combien ça chiffre, franchement, mais ça a un impact. Bon, et parce que je sais que il y a aussi aux États-Unis, ça se fait beaucoup en fait de valoriser une start-up en fonction du nombre de PhD qu'il y a dans l'équipe. C'est toi qui en parlais, Pascal. Ouais, alors c'est surtout dans les process de session, notamment stratégiques, où en fait on fait ce qu'on appelle des acquires, donc on rachète des équipes tech, R&D pour les intégrer dans un projet commun, dans un projet industriel. Et c'est vrai qu'on entendait souvent parfois $1 million par PhD, plus ou moins. Voilà, ce qui est un marqueur. Alors ça prête à sourire. La réalité, c'est que, encore une fois, peu importe qu'on mette $1 million, 500 000 ou $2 millions sur un PhD, la réalité, c'est que derrière ça, il y a aussi la valorisation du projet stratégique commun qui va être construit à travers ces équipes R&D qui sont pas chez l'acquéreur pour le moment. Mm. Et l'acquéreur comprend qu'il y a vraiment en effet une opportunité incroyable de faire venir ces talents pour grandir. Oui, parce que donc toi, tu fais du M&A, donc tu te situes au moment où les startups sont rachetées par des entreprises. Alors les entreprises, pour évaluer à quel prix elles vont racheter une boîte, c'est pas la même logique que les investisseurs en réalité. Ouais, c'est deux logiques qui sont très antagonistes. En fait, quand vous êtes en train de lever de l'argent, vous avez... alors, tu le disais justement, mais dans ton roadshow, tu as dû quand même aussi convaincre des investisseurs, alors pas forcément de la tech, mais en tout cas convaincre sur un projet de croissance et convaincre sur comment le marché en fait demain va évoluer avec le quantique et avec probablement Pascal. Dans un schéma de cession, en fait, le rapport de force, il est un petit peu différent parce que, si vous voulez, la start-up qui se vend et l'acquéreur sont à peu près au même niveau parce que le but, c'est de construire un projet ou de co-construire un projet stratégique commun autour des actifs de chacun. Et donc, c'est un projet qui est stratégique, mais qui est aussi très synergique. Donc, la valeur, en fait, c'est une composée de deux choses. La première étant un peu la valeur qu'on peut réelle ou la valeur intrinsèque de l'entreprise. Donc, ça peut être la valeur de ses actifs, le nombre de PhD, ça peut être aussi son chiffre d'affaires, si elle fait du chiffre d'affaires, ça peut être tout un tas de critères. Mais il y a une deuxième composante qui est clé, c'est la valeur en fait des synergies et la valeur qui va être créée dans le futur. Et ça, c'est hyper important parce que moi, je vends beaucoup de... Par exemple, j'ai vendu récemment une plateforme d'IA qui fait du labeling. Et on l'a vendu à un groupe, un éditeur de logiciels très très gros, français, mais qui est backé par des Américains, et qui, lui, avait besoin de cette brique logicielle. Alors, il lui manquait dans sa roadmap cette brique logicielle. Et en intégrant cette brique logicielle, il s'est passé deux choses. C'est que d'une part, en fait, ça a créé beaucoup plus de, on va dire, de la rétention par rapport à notre parc client, au parc client de l'acquéreur, parce que ils avaient besoin de cette brique pour rester compétitifs. Et le deuxième sujet, c'est que cette brique logicielle, elle a été de facto passée à l'échelle, parce que l'acquéreur avait des milliers de clients qui ont tout de suite eu accès à ce logiciel. Alors que dans un schéma de levée de fonds, on aurait dû créer en fait le chemin critique pour aller chercher ces milliers de clients et faire des levées de fonds probablement pour financer des sales, de la tech, du marketing, etc. etc. Donc voilà, c'est vrai que la valeur est un peu différente dans un process de cession stratégique parce que il y a un plan futur à valoriser et qui induit de la valeur très fortement quand le deal est bien fait. Alors, on va parler justement de temps long et du côté imprévisible de ce temps long, parce qu'il se passe beaucoup de choses, surtout en ce moment, on a l'impression. Et peut-être une première question pour Sophia. Comment justement les emballements technologiques peuvent avoir un effet sur la valorisation des startups? Comment les startups, dans leur recherche de fonds, peuvent s'adapter à l'imprévisibilité? Pour moi, c'est la question la plus difficile parce que je pense que chaque investisseur et chaque entrepreneur a un style différent. Donc, au sein de Futur Positive, on n'aime pas tout ce qui est hype. Donc, on est sur des temps longs.
On a un fonds ça s'appelle du Patient Capital, c'est des fonds de 15 ans. Et donc, on essaie de rester discipliné sur cette vision long terme. Et donc, quand on est sur des temps de 10 ans et plus, justement, ces vagues-là, en fait, en général, elles ne durent pas. Donc, il y en a qui durent, attention, qui sont... de toute façon, comme je disais, l'IA, ce n'est pas récent, mais c'est juste qu'il y a un boom en ce moment. Et donc, je pense qu'il y a certains entrepreneurs qui sont très bons à utiliser et ce genre de période pour justement aller lever plus d'argent à des termes qui sont plus avantageux. Et c'est de bonne guerre. Et il y a des fonds qui vont se positionner tout de suite sur ces thématiques-là pour lever des fonds eux-mêmes pour backer ces sociétés. Donc ça, on le voit. Enfin, c'était tout ce qui était Bitcoin, là c'est l'IA, il y a eu le clean tech, enfin, il y a eu plein de vagues. Moi, fondamentalement, je ne crois pas en ça. Et à chaque fois que je l'ai fait, je l'ai regretté. Donc, moi, je pense qu'à la fin, surtout dans des sociétés deep tech, c'est que moi, j'adore cette catégorie, on est sur des fondamentaux. On est quand même sur des vrais fondamentaux. Donc, technologiques, scientifiques, il faut trouver des applications de marché rapidement, parce qu'autrement, ça devient... En tout cas, c'est une autre dynamique qui est plus compliquée c'est plus compliqué à investir quand on ne peut pas vraiment visualiser ce que ça peut devenir. Donc, voilà, donc je pense qu'il y a des bonnes opportunités là-dedans, mais mon conseil et ma perspective, c'est toujours de garder cette vision long terme. D'ailleurs, je rebondis par rapport à Anne. Dans la medtech, il y a eu un événement imprévisible qui a touché toute l'humanité il y a quelques années. Ou prévisible. Oui, c'est ça. C'est imprévu mais prévisible. Voilà. Et comment en medtech aussi, parce que justement, ça a propulsé des startups comme BioNTech, Moderna, etc. Comment ça s'appréhende quand on finance ou quand on lance une startup de medtech? Alors, bon, l'incertitude fait partie du développement des sociétés dans le domaine de la medtech. Pour plusieurs raisons, hein. Évidemment, on développe des choses, on les passe en phase préclinique, donc sur des modèles animaux ou autres, puis ensuite on les passe en phase clinique. Donc à chacune de ces étapes, il y a des écueils. À chacune de ces étapes, ça peut ne pas fonctionner. Et en fait, très régulièrement, ce qui se passe, c'est que ça peut fonctionner, mais on a quand même envie de retourner améliorer son produit avant de passer à l'étape suivante. Donc il y a quand même des cycles de R&D un peu continus. À mesure qu'on s'approche des phases d'autorisation réglementaire. Et puis après, il y a le réglementaire. Donc là, le réglementaire, pour nous, c'est l'incertitude la plus grande, souvent. Déjà parce que c'est distribué, hein, les agences réglementaires ne sont pas les mêmes dans tous les pays. C'est dans une certaine mesure opaque, ou en tout cas, on n'est pas totalement en contrôle de ce qui se passe. Et puis, c'est aussi une incertitude en termes de timing, hein. Parfois, on a un très bon résultat d'essais cliniques. On a soumis, en ce moment, en tout cas en Europe, la situation réglementaire est telle que on attend, on ne sait pas trop, entre 12 et 24 mois pour avoir un marquage CE à partir du moment où on a envoyé le dossier. Voilà, c'est assez anxiogène. Mais on le sait tout ça. Donc on l'incorpore dans les plans de développement, on l'incorpore dans ce qu'on peut aller présenter à des investisseurs. Et ils le savent, ça fait partie du jeu, pour peu qu'on travaille avec des gens qui ont l'habitude. A contrario, à mesure qu'on développe les sociétés, on met en place beaucoup de choses qui sont tangibles. De l'API, un outil industriel, différentes versions de prototypes, des résultats justement cliniques avec des utilisateurs qui sont capables de témoigner de la valeur ajoutée par vos produits. Donc ça permet quand même de compenser en partie l'incertitude. Et puis on met en place aussi tout un tas de choses pour la réduire intrinsèquement. On est dans un dialogue permanent avec la FDA. Enfin il y a un certain nombre de choses qu'on met en place. Mais je pense que ça revient... je veux dire, la seule manière de gérer cette incertitude, c'est de construire un plan de développement soit raisonnable et de le partager en transparence avec les gens qui accompagnent la société. Il n'y a pas tellement d'autres solutions. Alors juste avant de passer à la suite, Pascal, Sophie a parlé d'IA.
Alors je sais que tu es un spécialiste de l'IA depuis très longtemps. C'est un peu. Alors est-ce que c'est une hype ou pas? Je pense qu'il faut faire attention aux raccourcis entre début de l'IA et début d'OpenAI en novembre 2022, si c'est ça la question orientée. Non, je pense que l'IA, elle infuse dans la société depuis de très nombreuses années, mais de très très nombreuses années. Même nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents utilisaient de l'IA sans le savoir. Moi, je suis né en 1989. Et en 1989, c'est Yann LeCun qui découvre en fait les algorithmes convolutifs qui permettent en fait d'automatiser la détection des caractères. Et ça, quelques années après, ça a permis en fait à toutes les banques d'intégrer des lecteurs automatisés de chèques bancaires. Et tous nos grands-parents, tous nos arrière-grands-parents ont utilisé des lecteurs de chèques bancaires sans même savoir que derrière, en fait, il y avait du deep learning. Voilà. Donc l'IA, elle infuse dans la société depuis 30, 40 ans et elle s'accélère par deux facteurs. Premièrement, la puissance de calcul. Plus on a de puissance de calcul, plus on peut faire tourner les algorithmes et le volume de données disponibles. Plus on a de données, plus on peut faire aussi tourner les algorithmes. Alors après, OpenAI, ce qui est incroyable, c'est que ça a permis de donner ou de faire comprendre des capacités de l'IA au plus grand nombre et de donner en fait des outils à toutes les strates de la société. Moi, ce qui m'interpelle, et je vous donne l'anecdote, c'est que il n'y a pas une école aujourd'hui dans le monde qui se pose la question de continuer en fait à laisser les enfants faire des devoirs à la maison, notés en classe. Pourquoi? Parce que la majorité des élèves du collège au lycée, aux études secondaires, en fait, utilisent OpenAI, en tout cas maintenant les algorithmes génératifs, l'IA générative, comme on dit, pour augmenter leur travail à la maison, peut-être réduire aussi leur temps de travail à la maison pour certains, mais voilà, et ça, ce bouleversement, il s'est fait en quelques mois. Et en fait, un gamin de 14 ans savait pas ce que c'était l'IA probablement avant novembre 2022, et il l'utilise maintenant quotidiennement pour bosser à la maison. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas de vague d'IA. Je parlais de Bitcoin, mais en fait, derrière le Bitcoin, il y a la blockchain. Et la blockchain, c'est pareil, il y a une vague blockchain, il y a une vague des infrastructures décentralisées depuis très longtemps. Et après, il y a des applicatifs qui font des vagues, probablement. Il y a, c'est un tsunami plutôt depuis 30-40 ans. Pardon. En termes de valo, vu que c'est la thématique, je suis d'accord avec toi sur les fondamentaux de la techno, mais aujourd'hui, une boîte d'IA a beaucoup plus de chances de lever de l'argent à des termes avantageux quand c'est une bonne boîte qu'une autre boîte qui développe une techno très importante et de valeur, c'est ça que je veux dire. Et à un moment donné, en blockchain, pareil, il y a eu un mouvement où ces sociétés étaient objectivement survalorisées. Donc, et après, ça retombe. Donc moi, je faisais vraiment référence, pas à la valeur de la techno, mais plus à ce qu'on est prêt à payer à un instant T. OpenAI est valorisé 90 milliards de dollars aujourd'hui. Et peut-être pour répondre, j'ai bien aimé tout à l'heure quand tu disais moi je ne suis pas forcément les hypes du marché. Je pense qu'en fait aussi les entrepreneurs qui font par exemple dans l'IA, les entrepreneurs ne diront pas je suis un entrepreneur de l'IA. Moi, c'est pas ce que je vois en fait. On ne dit pas moi je suis un expert de la computer vision, du NLP, non. Ils disent moi j'ai craqué ce sujet métier. Voilà. Dans la relation client, moi je suis l'expert de la relation client et je l'ai fait par le moyen de l'IA. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Donc aujourd'hui, se dire je vais faire une boîte d'IA générative simplement pour aller embrasser une valo qui est extrêmement importante, probablement pas le meilleur réflexe pour en tout cas pérenniser son activité. En tout cas, c'est pas forcément des startups qui feront sens demain ou en tout cas qui créeront des précédents sur le marché. Et alors, je sais que Georges, tu voulais Oui, relier à la thématique du quantique. Alors, ça va être une remarque un peu générale sur le terme hype, qui est souvent connoté très négativement, parce qu'on pense à survalorisation, bulle spéculative, survente, voire un peu plus. Bon, il y a un côté positif. Hype, si on regarde la traduction, c'est l'excitation. Et quand vous menez un projet entrepreneurial, si vous n'êtes pas excité un petit peu, ça va être difficile. Donc, il faut, hype, c'est pas forcément mauvais. Et je voulais juste rappeler ça. Okay. Même si on fait très attention à ne pas survendre. Je tiens à le préciser.
Alors, on a vu, il y a des entrepreneurs et des futurs entrepreneurs dans la salle. Et c'est intéressant aussi d'avoir le retour d'expérience de ceux qui sont sur scène. Georges, est-ce que tu donnerais des conseils tu es en train de le dérouler, parfait. Il est en train de tricher. Non, je rigole. Non, j'ai besoin d'une citation précise. Ok. Je ne sais pas si... Non, c'est quel est le conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui sont en phase de levée de fonds ou qui se préparent à le faire? Le premier, il est un peu général, mais c'est un conseil aux entrepreneurs, donc je me permets de le faire. Allez, je ne sais pas si vous connaissez Monsieur Steve Nard. On l'appelle le phoque. En fait, c'est un nageur de longue distance en eau froide, d'où le surnom, parce qu'il faut un peu prendre de graisse pour lutter contre le froid. Donc c'est quelqu'un, récemment, il a nagé 60 heures. Il a parcouru plus de 120 km, comme ça. Et il y a eu un article dans Le Monde très récemment, et qui se termine par, c'est une citation de cette personne-là, « Une fois que tu n'as plus de barrière psychologique, tu peux tout faire ». Et ça, je trouve que c'est à avoir en tête quand on est entrepreneur. C'est le premier truc, ne vous mettez pas de barrière psychologique. Et pour revenir dans la thématique maintenant, sur la valorisation, alors même si c'est dur de mettre une valorisation, enfin en tout cas dans notre cas, c'est important pour vous d'y réfléchir, d'avoir une histoire à raconter, que c'est un signe de maturité. Si devant un investisseur qui vous pose la question c'est quoi la valo, et que vous faites je ne sais pas, c'est long terme, voilà, vous aurez tout faux. Parce que l'investisseur attend ça et il a besoin, lui, de faire ses calculs de retour sur investissement. Donc il a besoin de se projeter. Et vous inquiétez pas, enfin, dans la deep tech qu'il connaît, il saura très bien que quand vous lui dites que dans 10 ans on fera 1 milliard de chiffre d'affaires, il saura. Donc ne vous inquiétez pas. Et le deuxième point, c'est que ça vous oblige, vous aussi en tant qu'entrepreneur, à vous poser des bonnes questions. Parce que ça vous projette vers l'avenir, de dire, si je dis que mon entreprise, un jour, elle doit valoir une certaine valorisation, ça veut dire qu'il faudrait que j'ai tant de revenus. Donc, comment je vais atteindre ces revenus? Quel va être mon business model? Et ça va vous obliger à réfléchir à ces sujets-là qui sont importants pour l'avenir. Même quand vous faites de la tech, il faut avoir ces sujets-là en tête. Sinon, vous développez juste une super tech et puis en fait, à la fin, ça ne sert à rien. Et vous ne savez pas la vendre. Ouais, moi, j'irais même plus loin. Je pense que réfléchir à la valorisation qu'on peut attendre ou à laquelle on peut prétendre, c'est même nécessaire pour savoir à qui aller s'adresser. Parce qu'en fait, ce qu'on veut in fine, c'est un alignement, bien sûr, sur la valeur sur laquelle on va signer. Et pour ça, il faut que ça marche des deux côtés. Donc, il faut comprendre les attentes que vous avez, il faut comprendre les contraintes que vous avez en face de vous, et en quoi chacun est mesuré, ce que chacun définit comme étant un succès, en fait. Et ce sur quoi chacun est mesuré. Donc moi j'ai la chance d'être des deux côtés, donc je peux faire ce truc un peu schizophrène, mais il faut se forcer à le faire, il faut se documenter en allant parler à des gens pour comprendre quelle va être la perspective et surtout quelles vont être les contraintes et les besoins des gens en face de vous, et ça va du coup déterminer quels sont les investisseurs ou les types de fonds auxquels vous pouvez vous adresser avec les meilleures chances. Et donc quand tu reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse qui cherche à lever des fonds, qu'est-ce que tu vas attendre de cette personne aujourd'hui? Qu'est-ce qui va te faire te dire ok, j'y vais et en fait ça va valoir quelque chose? Il y a plein de choses, hein. Évidemment le projet, le marché, le porteur du projet, l'équipe, sa capacité à exécuter, à pivoter si ça marche pas. Enfin voilà, tout ça c'est très très classique. Mais du point de vue de l'investisseur, on va s'inscrire dans un temps plus long, c'est-à-dire qu'on va se poser la question de combien de tours il faut, combien d'argent il faut en tout, quel est l'horizon de sortie, quels sont les points d'inflexion de valeur, quelles sont les valeurs de cession potentielles à chacun de ces points d'inflexion de valeur, et on va faire nos calculs. Et il faut que ça marche, tout simplement. Et Sophia, toi, quel conseil tu donnerais à des futurs entrepreneurs qui viennent te voir ou pas d'ailleurs, mais qui veulent optimiser la valorisation de leur start-up? Je pense que c'est mieux d'aller vers un investisseur qui investit dans la deep tech. Ça peut paraître évident, mais je vois beaucoup d'entrepreneurs qui visent assez large. Et si vous avez des investisseurs qui ne comprennent pas vraiment ce que ça veut dire, déjà, ils vous accompagneront mal. Mais surtout, le taux de succès est assez faible, en fait, parce qu'ils vont rentrer dans le détail, ça va vous faire perdre beaucoup de temps, et à la fin, ils disent, en fait, je ne suis
pas à l'aise. Donc déjà, juste avoir cet alignement de compréhension je pense que c'est très, très important. Et il n'y a pas vraiment de secret, mais je pense que oui, faire ses devoirs. Et ce qui est bien, c'est voilà, les acteurs comme la BPI, il y a quand même de plus en plus d'aide. Donc, on peut vraiment trouver des gens fantastiques dans l'écosystème qui peuvent vous conseiller, qui peuvent vous accompagner avant d'aller lever. Donc, moi, mon grand conseil, c'est vous avez prévu de lever à un temps T, 12 mois avant, vous avez une vraie stratégie. Et ça passe de l'équipe, de ses devoirs, de presse. Il y a vraiment une technique pour arriver à optimiser ce moment-là. Donc, non, là, la thématique, c'est la valorisation. Mais en fait, plus on va réussir à avoir un profil, plus on va créer de la crédibilité, mais via, pas que le business, mais via aussi des recommandations. C'est très puissant quand quelqu'un vous recommande, c'est très important. Donc bon, Pascal... c'est de la triche, mais ils ont tellement d'atouts. donc c'est évident qu'ils avaient vraiment un leadership qui était reconnu. Quand une société est plus jeune et peut-être avec des profils moins prestigieux, bah, il faut créer ça. Et donc, il faut se donner le temps de le faire. Donc, pour être plus synthétique, ne pas s'y prendre à la fin, quoi. Vraiment anticiper cet effort de lever. Mais le pro est à côté de moi. Mais j'avais une question pour Georges en t'écoutant. Parce qu'on peut donner parfois l'impression que finalement, il faut valoriser sa start-up beaucoup parce que, entre guillemets, pour s'en mettre plein les poches, etc. Non, mais ça peut donner cette impression pour les non-connaisseurs. En fait, Georges, pourquoi c'est important d'avoir une bonne valorisation de sa start-up quand on est entrepreneur et qu'on se projette sur le long terme? Merci de poser la question, parce que j'avais oublié d'adresser ce point-là. Et moi, quand Pascal, c'est ma première entreprise, c'est la première que je crée. Donc j'avais la vision naïve de dire que c'était l'argent que je crée pour moi. En fait, ça va bien au-delà de ça, et cet argument-là, il faut juste le mettre bien plus loin dans la pile des priorités. C'est un atout pour faire des futures acquisitions. Quand vous êtes une start-up, vous avez rarement du cash sur votre compte en banque. Donc, quand vous voulez racheter une autre entreprise pour accélérer votre business, c'est un rachat qui peut se faire en action. Donc, il y a une parité entre les deux sociétés. Et donc, si vous avez une bonne valorisation, c'est ça qui va vous permettre d'assurer un niveau de dilution acceptable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième intérêt à avoir une valorisation forte, c'est que ça va vous permettre de lever beaucoup de capital. Si votre entreprise vaut 50 millions, vous ne pourrez pas lever 200 millions. Oubliez. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des ratios. On peut les tirer un peu dessus dans tous les sens, mais il y a quand même des ratios. Donc, c'est ces deux points clés. Voilà. Un atout pour de la fusion-acquisition et un atout pour des futures levées de fonds. Alors, on va laisser un moment à la fin, un peu de temps au public pour poser des questions. Donc, j'aurai une dernière question parce que, pour clôturer au moins cette partie collective. Qu'est-ce qui manque en France aujourd'hui pour on parlait d'OpenAI qui est valorisé à 90 milliards, il y a plein d'exemples. Qu'est-ce qui manque en France aujourd'hui pour avoir des startups qui sont aussi valorisées et d'ailleurs, pourquoi c'est bénéfique aussi pour un pays d'avoir un écosystème de valorisation de start-up fort? Et peut-être je réponds, je laisse Pascal. Alors, il faut savoir que depuis 10 ans, quand même, beaucoup de choses ont changé. Oui. Il y a 10 ans, c'était la France, pour donner le chiffre, c'était 600 millions ou 700 millions qui rentraient dans les startups françaises. L'année dernière, c'était 15 milliards. Et le panel d'investisseurs de fonds de venture capitaux qui était présent en 2012 n'est plus du tout le même qu'aujourd'hui. Donc déjà, l'écosystème a grandi, l'écosystème s'est professionnalisé, l'écosystème s'est verticalisé. Des fonds de deep tech, maintenant, on en voit souvent sur des thématiques précises. Et voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent dans les fonds aujourd'hui qu'avant. Et que ce soit dans le venture capital, mais aussi dans le private equity. Ça veut dire qu'on a des poches qui sont maintenant plus profondes pour aller créer ces acteurs un peu forts de la tech. Il y a un autre point qui est important, c'est qu'on avait souvent un effet de départ vers les États-Unis. On avait souvent ces startups qui allaient se faire financer à un moment donné aux États-Unis parce qu'il n'y avait plus de capitaux en Europe. Maintenant, c'est encore le cas parler des IPO à Cannes aussi, mais c'est sûr que si vous voulez faire une IPO, c'est probablement aux États-Unis. Mais
en fait, ce qu'on voit, c'est que le départ vers les États-Unis, il se décale un peu dans le temps. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire des séries B chez nous, on peut faire des séries C chez nous, en Europe, j'entends, et décaler aussi un peu notre départ. Alors bien sûr, quand on a besoin de lever 500 millions d'euros pour financer de la tech ou un déploiement global, probablement qu'on devra le faire en conscience avec aussi des acteurs qui sont hors de l'Europe. Mais voilà, je pense qu'il faut regarder aussi un peu dans le rétroviseur et ne pas se flageller trop non plus, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui se sont vraiment bien passées en France, notamment soutenues par BPI, qui ne sont pas passées dans les pays limitrophes. Je pense à l'Espagne, je pense à l'Italie, je pense à l'Allemagne. Il y a des pays qui ont eu une trajectoire un peu différente de la nôtre aussi. Donc voilà, après, il y a un autre effet aussi, un dernier effet qui me vient en tête, c'est les fonds de private equity, US notamment, qui commencent à avoir des antennes avant au UK, mais maintenant en France, et qui viennent créer des super plateformes. Alors, vous connaissez peut-être ce sujet, mais des super plateformes, par exemple, un fonds de private equity qui va créer une plateforme marketing européenne et qui va aller agréger et consolider en France, en Allemagne, au UK, dans un certain nombre de pays, des briques marketing pour créer vraiment des leaders européens. Et ça, on le voit de plus en plus aussi sur le continent européen, ce qu'on ne voyait pas du tout avant. Donc voilà, donc oui, on aura probablement des leaders. Et je pense qu'il faut laisser du temps au temps aussi et faire les choses de la bonne façon. Super. Quelqu'un veut rajouter quelque chose à ce qu'a dit Pascal, ou on passe aux questions du public? Ok, parfait. Attends, qui veut? Je peux le passer le micro. Qui a une question? Merci. Alors bonjour et merci à tous. Ma question est la suivante. Comment faire lorsque dans une techno, un secteur donné, les startups concurrentes ont une avance dans leur TRL, dans leur valorisation? Quelle approche adopter? Est-ce que c'est le signe que la techno est porteuse et ça doit être encourageant pour les fonds? Voilà, quelle stratégie adopter? Je vois que je ne vous inspire pas du tout. Non, je pense que c'est pas forcément rédhibitoire. Mais je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Ça dépend vraiment des investisseurs. Donc, il y a des investisseurs qui investissent dans ce qu'on appelle des category creation, ou dans des choses qui sont disruptives, qui sont les premières dans leur catégorie. Il y en a d'autres qui investissent plutôt dans des fast followers. Donc déjà, il faut bien regarder la typologie des fonds, leur portefeuille, pour comprendre ça et pour aller s'adresser aux bonnes personnes. Et ensuite, le fait d'avoir des concurrents qui sont un peu en avance et qui fonctionnent bien, effectivement, ça peut convaincre sur l'intérêt d'un marché. Il n'en reste pas moins qu'il faut une différenciation, évidemment. Donc il faut trouver un angle, que ce soit technologique ou d'accès au marché, ou dans le business model. Il faut se différencier parce que sinon, je pense que ça va. Voilà, les gens n'investiront pas dans quelque chose qui existe exactement à l'identique. Je peux compléter en disant qu'en fait, ça dépend de la taille de marché sur lequel que tu targetes. Parce que si tu es sur un marché qui est relativement petit et qui n'a pas vraiment de dissociation avec les concurrents, ça va être une question surtout d'exécution. Soit vous avez une équipe qui exécute extraordinairement bien, et donc tu peux rattraper le retard s'il n'y a pas vraiment encore une fois de différence. Soit tu as une techno qui va, au bout de 2, 3, 4, 5 ans, rattraper significativement tes concurrents, et tu peux aller en fait les remplacer au fur et à mesure du temps. Donc, quand tu es sur un vraiment très grand marché, c'est moins gênant. Parce que toi, tu vas aller capturer une grosse niche et l'autre peut capturer une autre. Donc, la taille de marché, elle est super importante. Et je rejoins ce que disait. Il y a vraiment des fonds qui n'aiment pas, en fait, les sociétés qui sont trop innovantes parce qu'ils ont du mal à se projeter. Donc, il y a des fonds qui préfèrent avoir 2-3 exemples parce qu'ils peuvent dire voilà, ça peut ressembler à ça dans 3-4 ans. Donc effectivement, le travail de recherche des fonds qui sont compatibles, ça peut aussi vachement t'aider à gagner du temps. Merci. Oui, bonjour. J'ai un petit use case à vous soumettre. Moi, je viens du semi-conducteur, proche de
ce que faisait un peu Georges avant. J'ai dirigé une PME, je l'ai redressée, j'ai fait MBO, etc. Donc c'est bien passé. Et maintenant, je suis au bord de cette boîte-là, mais je suis aussi au bord de startups qui, des fois, se trouvent, après avoir levé des fonds, un peu court en cash. Ça peut arriver. Comment pricer quand on fait une recherche série A ou fusion-acquisition, une boîte, sachant qu'il n'y a plus de cash dans la boîte? Et ce qu'on retient, alors j'ai retenu Sofiane qui parlait de la non-dilution des fondateurs, mais quel est l'angle, enfin, comment appréhender ça? Alors, je sais très bien que le prix marché est très, très variable, etc., mais quel est le meilleur angle pour attaquer le sujet? C'est vrai que c'est pas idéal. C'est sûr que c'est une question de levier de négociation. C'est-à-dire que moi, le conseil que je donne, et bien évidemment, on a des sociétés qui se sont retrouvées dans cette situation l'année dernière, notamment avec la récession. Le réflexe que nous, on a eu beaucoup, c'est d'allonger ce runway. C'est-à-dire que, quitte à ralentir la croissance, mais honnêtement, moins de 6 mois, moi, je n'irai pas. Parce qu'en fait, il n'y a plus de levier de négociation. C'est-à-dire que la personne, à un moment donné... Surtout que, bon, je pense qu'autour de la table, on est plutôt des gentils, mais il y a des fonds qui sont beaucoup plus... je vais pas définir. Exactement. Mais voilà, peut-être agressif ou peu importe. En tout cas, on pense que moi, on l'a vécu. Il y a des fonds qui vont aller faire traîner la due diligence 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et puis voilà. À la fin, il reste 2 mois de runway. Tu burns ce que tu burns. Tu peux plus couper parce qu'en fait, tu as quand même des lois sociales en France, en Allemagne, etc. Donc en fait, ça sert à rien de couper. Donc moi, j'ai le minimum, c'est 6 mois. Et nous, dès qu'on est dans cette situation-là, on allonge le runway. C'est-à-dire qu'on va couper les coûts, on va parfois se séparer de personnes très bien. Et il faut au moins vraiment avoir 9 mois. Et idéalement 12 mois. Et c'est dur, mais moi, c'est le conseil vraiment très fort que je donne aux sociétés. Il vaut mieux ralentir que mourir. En termes de valo, là, je pense que tout ce qu'on vous a raconté sur les comparables, etc., ça devient plus obsolète, parce que ça devient un rapport de force. C'est pour ça que l'angle de la dilution des... Ça, c'est un angle super. Mais en early stage, ça marche moins. Mais c'est l'expert, parce que je te laisse réagir. Non, mais sur le point de la dilution, en fait, il faut aussi se dire quel est l'output de cette prochaine opération. Ça veut dire comment on garde un équilibre entre des entrepreneurs qui vont rester excités aux manettes de cette société. Parce que c'est sûr que si on est amené à écraser par la valorisation ces fondateurs, ça va être contre-productif pour tout le monde et probablement aussi pour l'investisseur. Parce qu'ils ne seront plus dans une dynamique... de création de valeur parce qu'ils ont été tellement dilués qu'au final, ils feront leurs calculs et ils se diront 10% du capital ou 15% du capital, au final, peut-être penser même à faire autre chose. Et donc, voilà. Donc, je pense que, encore une fois, si on est dans cette situation-là, mais qu'on sait qu'il y a des fondamentaux qui sont tangibles, que le produit a été éprouvé, qu'il y a une techno qui est discriminante, qu'il y a un marché qui est profond, mais qu'il faut leur laisser un peu de temps, probablement qu'il faut trouver un équilibre de valo qui leur laisse quand même un peu de latitude dans la table de capi, et vous aussi de pouvoir, comme le disait très justement Suard, de mettre probablement 9, 12 mois, 18 mois en plus pour leur permettre d'atteindre une autre taille critique et d'aller chercher des financements peut-être dans des conditions meilleures à ce moment-là. Après, juste pour compliquer, Anne, je suis sûre que tu as un conseil ici. Mais après, on n'en a pas parlé du tout, mais il y a aussi un outil très utilisé en deep tech, c'est le SAFE. C'est la note, c'est la convertible note. Donc, on décale en fait l'exercice de valorisation. Et on le voit beaucoup en deep tech, surtout aux US et surtout en early stage. Et donc, dans des cas comme ça, nous, quand on est de ce côté de la table, on essaie d'avoir une note. Parce que du coup, on ne price pas. Donc on n'entache pas trop notre equity story. On a un discount qui va peut-être être de 30% au lieu de 20%, mais ça reste dans le marché. Alors qu'une valo, une fois qu'elle est posée, elle est hyper dure. Et le dernier point, qui est hyper important et je pense aussi qui est négligé, c'est qu'à la fin, il faut que ce soit voté par le board. Donc ce que font certains fonds, c'est qu'ils vont reluer les fondateurs. Donc les fondateurs, au final, il y a toujours un mécanisme pour les reluer. Mais les historiques, ils ne sont pas relués, parce qu'ils sont juste dilués. Et du coup, nous, on a vu des fois des deals qui ne passaient pas,
parce qu'en fait, pour les investisseurs, c'était pas intéressant. Et là, c'est hyper dommage, parce que là, tu commences à avoir des désalignements d'intérêts. Et donc, toute cette dynamique, on rentre dans des trucs comme ça qui sont un petit peu moins faciles. On va peut-être... on passe à une autre question, peut-être. Ah, vas-y, Ismaël. Qui a levé la main le premier? Ah, j'ai monsieur, mais bon. C'est pas moi qui donne le micro. Bonjour, j'ai une question sur les deep tech qui switchent de modèle et qui passent de la deep tech au modèle commercial. Parce qu'avec la deep tech, vous vendez de la R&D, vous arrivez à valoriser votre R&D à une bonne valeur, et quand vous passez dans un modèle commercial, vous avez une sorte de gap que ne comprennent pas forcément, ou que les valeurs sont pas les mêmes, et cette transition, elle n'est pas facile à gérer. Quels seraient vos conseils par rapport à ça? Oui, c'est un très bon commentaire, effectivement. Moi, mes deux recommandations sont évidemment de poursuivre l'effort de R&D et de pouvoir vendre des générations futures du produit. Donc ça, c'est plutôt pour maintenir, ou en tout cas rendre valable le plus longtemps possible des méthodes de valorisation deep tech. Et l'autre aspect, évidemment, c'est de prendre le temps de tester son marché et d'obtenir des premiers retours sur l'adoption commerciale qui permettent d'avoir ensuite un bon niveau de visibilité dans votre modèle commercial et dans la croissance à venir. Donc des choses comme un limited market release, enfin voilà, des phases de soft launch un peu prolongées pour se donner le temps de récolter les données issues de l'adoption commerciale initiale et de modéliser les choses correctement par la suite. Voilà, c'est globalement temporiser et maintenir l'effort de R&D et se donner de la visibilité commerciale le plus longtemps possible. Oui, on va prendre une ou deux dernières questions. Ah, il y a monsieur. Bonjour, du coup, je voulais vous poser une petite question. Dans le processus de valorisation, vous prenez plus en compte l'opportunité de marché ou la qualité de l'asset ou l'asset sous-jacent, l'IP ou la techno? Je pense notamment pour le cas de Georges avec le LK99 qui a failli changer l'écosystème quantique avec le supraconducteur. Donc je ne sais pas si vous avez compris la question. Il faudrait expliquer le LK99. Dans le processus de valorisation, vous prenez plus en compte l'opportunité de marché. Donc, moi, je suis pas le décideur dans le processus de valorisation. Je suis plutôt tributaire de ça. Et ça a été dit, c'est un rapport de force quelque part. Donc, pour revenir à une des questions précédentes, le meilleur moyen d'être dans un bon rapport de force quand on est l'entrepreneur, c'est de lever quand on a de l'argent sur le compte en banque. Okay. Comme ça, vous n'êtes pas pris, par le temps. Et après, s'il n'y a pas de méthode qui va s'appliquer parce que le marché n'est pas encore mature, comme le cas de Pascal, eh ben, vous allez essayer de faire des comparatifs et ça va rester très subjectif. Okay. C'est un rapport de force. Okay. Merci beaucoup. Alors, je voyais mademoiselle qui levait la main. En plus au premier rang, donc on ne peut pas vous refuser le micro. Merci. Du coup, enchantée, Virginie, je travaille à l'APP. C'est l'Agence pour la protection des programmes. Et on fournit donc à nos membres, donc on a 2/3 des éditeurs de logiciels, on fournit de l'audit de propriété intellectuelle, scalabilité. Et je voulais savoir, en fait, est-ce que ça vous arrive quand ces éditeurs de logiciels ou ces startups viennent vers vous, ça vous arrive d'avoir ce genre de dossier déjà prêt avec un audit qui a été réalisé justement pour savoir la part d'open source, par exemple, dans le code qui a été développé. Est-ce que ça vous arrive en fait? Oui, tout à fait. Après, ça dépend du niveau de complexité de la techno et ça dépend de la taille de l'équipe. On est quand même censé connaître les bases de ce qu'on regarde. Donc si on investit dans de la tech ou dans de la deep tech, il faut au moins qu'on ait une formation qui nous permette de calibrer
ce que nous raconte un entrepreneur. C'est le minimum, parce que sinon on croit à tout ce qu'on dit. Donc, si on est trop sceptique ou trop optimiste. Donc ça, c'est quand même la qualification d'un investisseur que je pense que la plupart... Après, effectivement, on ne peut pas être expert dans tout. Et Deep Tech, il faut rester humble. C'est des experts qui ont fait ça depuis parfois des décennies. Donc, effectivement... plus le montant est important qu'on investit. Donc, quand on investit 500 000 euros, c'est pas la même due diligence que quand on met 50 patates. Ouais, et dans ces cas-là, effectivement, on va, nous, on le fait systématiquement, travailler avec des experts. Donc voilà. Nous, on préfère une approche qui va plutôt être un entrepreneur, qui a une société là-dedans et qui a on va dire, une capacité aussi à comprendre des business. Et en général, on va faire ça avec lui pendant une semaine. Donc, il va passer 2-3 jours avec la société et il produit un rapport. Et quand on est dans la hâte, on va passer parfois par des boîtes externes. Mais pour nous, ça nous arrive plus rarement. Mais oui, c'est quelque chose qui se fait je pense, assez fréquemment. D'accord, merci. Très bien. Écoutez, il est 15h. La table ronde arrive à sa fin. Merci d'avoir été si nombreux et si attentifs. On retiendra qu'il faut arriver à blinder ses fondamentaux, à s'y prendre tôt et au bon moment, et puis aussi à savoir faire le phoque. Et ça, c'est important. Donc voilà, ça sert surtout l'hiver. Merci vous et bravo à nos intervenants. Prochaine table ronde à 15h30.